Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous, Julien, sur la thématique de la propriété industrielle et toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour protéger ses œuvres et ses créations. Mais avant, on va déjà un peu savoir un petit peu plus sur vous, parce que vous êtes de formation ingénieur, diplômé de l'école de Toulouse, ISAE. Vous me dites si j'ai bien prononcé. D'aveux. Ouais. Ouais, voilà, ISAE. Et donc ensuite, vous avez travaillé chez PSA et Thales en qualité d'ingénieur de technologie de l'information. Puis vous faites une sorte de quart de tour pour vous spécialiser cette fois dans la propriété intellectuelle. Et ensuite de ça, vous travaillez au sein de plusieurs cabinets de plusieurs tailles, mais globalement détenus par des structures américaines. Et c'est en 2017 que vous décidez de vous lancer, de voler de vos propres ailes. Et c'est là que vous fondez votre propre structure, enfin, à l'intérieur de laquelle vous proposez du conseil en propriété industrielle. Vous êtes aussi mandataire agréé, euh, alors Auprès de du programme des l'Office brevets. européen des brevets. C'est bien ça? Exactement. Ouais. Et en même temps, vous êtes patent litigateur. Donc, vous intervenez aussi dans les règlements de litige, tout ce qui est, enfin, qui touche au domaine de la propriété intellectuelle et industrielle. Alors, Est-ce que c'est un peu. j'ai jusqu'ici? Je corrige quelques petits points, mais c'est vraiment, Ok. c'était quasiment parfait. C'est conseil aux propriétaires industriels. J'ai travaillé dans des cabinets, plusieurs cabinets de taille différente, c'est vrai, et dont deux, effectivement, un qui était plutôt franco-anglais et un autre qui était franco-hollandais. Et puis, pour la dernière petite correction, c'est juste une précision, c'est que le patent litigateur, on vit une période historique, puisqu'en fait, on a la juridiction unifiée des brevets qui est en place depuis ce mois-ci. Ok, Et donc, voilà, c'est un tout jeune titre que j'ai, mais comme d'autres conseils comme moi qui font ce métier-là. très bien. Eh bien, merci pour ces précisions. Donc, si vous êtes d'accord, on va tout de suite attaquer le vif du sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une stratégie? C'est quoi une stratégie efficace d'acquisition des droits? Alors, c'est Pourquoi vrai que est-ce... le titre, Oui, je suis d'accord, le titre est peut-être un peu pompeux, mais quelque part derrière, il y avait la réalité d'un questionnement qui est souvent posé et mal posé par des chefs d'entreprise. C'est la question de se donner de la hauteur de vue, de la perspective qu'on a. Alors, pour tout un tas de raisons, eh bien, en fait, on peut être amené à construire une stratégie d'acquisition de droits de propriété intellectuelle et industrielle. Et donc cette stratégie, elle peut être protéiforme, elle peut être conduite de différentes manières, elle peut s'inscrire dans le temps, elle peut être ciselée parce qu'on va aller chercher effectivement à protéger certaines briques. Et vous voyez que toutes ces questions-là, en fait, ben, il faut les mettre à plat, les mettre sur la table et se dire ben, quelle route je prends en fait. Et donc ben, la stratégie efficace d'acquisition, c'est toutes ces questions-là, et de se dire ben, comment on met un pied devant l'autre et mhm. qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon marché, par rapport à ce que je fais de choisir la meilleure stratégie. Et donc, je vais essayer d'étayer ce propos-là avec des exemples aussi. Eh ben, merci pour pour ce début d'éclairage. Et donc, alors pour vous, c'est quoi une stratégie efficace d'acquisition de droits de propriété intellectuelle? Alors, je suis peut-être un peu obligé de revenir sur, en fait, le quoi. C'est-à-dire, le quoi, c'est Oui. qu'est-ce qu'on manipule et qu'est-ce qu'on a entre les mains, qui représente plein de petites briques de couleurs différentes. Ça, c'est mon côté créatif qui s'est exprimé. Mais dans chacune de ces briques-là, vous allez voir, en fait, ce qu'on appelle un actif. Et la plupart du temps, cet actif est un droit. Le seul actif que vous voyez qui n'est pas un droit, c'est le savoir-faire. Et c'est un actif valorisable au sein de l'entreprise. Vous savez qu'un actif au sein de l'entreprise, c'est tout ce qu'on peut valoriser comptablement. Il y a des actifs matériels, il y a des actifs tels que des organisations, des process industriels qui sont aussi immatériels. Et là, on s'intéresse plus aux actifs, plus particulièrement aux actifs qui peuvent être matérialisés par un droit qui peut être déposé ou non d'ailleurs. Et donc, c'est cet aspect-là qu'on va essayer d'approfondir. Donc, pour bâtir une stratégie,
Je ne vais pas m'intéresser à comment construire une organisation ou un process industriel pour augmenter la valeur pour, par exemple, construire un casque de réalité virtuelle. Je vais m'intéresser plutôt à l'innovation que je suis capable de développer et comment je vais la formaliser, par quel véhicule juridique je vais matérialiser ces actifs-là et quel objectif je vais chercher à avoir derrière. Je vous propose un tour d'horizon donc de ces objets-là et après, on va regarder effectivement à quel objectif on peut les faire correspondre. Euh, donc dans ces actifs-là, il y a des actifs plus ou moins anciens et d'autres qui sont plus ou moins récents. Je vais commencer Oui, par les plus anciens, qui sont des droits qu'on peut former auprès d'un office, qui sont les marques, les dessins modèles, les brevets, et les topographies de semi-conducteurs et les certificats d'obtention végétaux. Donc c'est un peu tout ce qui est à gauche du graphique. oui, d'accord. Euh, Ces objets-là, eh bien, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont souvent, en fait, une durée de validité et ils ont des conditions qu'il faut franchir, entre guillemets, pour les obtenir. C'est-à-dire que qui veut ne peut pas obtenir des droits. La grande cousinade qu'il y a dans tous ces droits-là, c'est le fait, quelque part, qu'on va chercher à identifier une certaine forme de nouveauté. Alors, cette nouveauté prend des noms différents suivant les droits. Ça peut être par exemple l'originalité dans le droit d'auteur, ça peut être de la nouveauté dans le design modèle ou dans les brevets. Ça peut être le critère de disponibilité pardon, dans les marques. Ce critère, en gros, de nouveauté, quelque part, il vient récompenser sur un périmètre qui est défini au cœur de cette nouveauté. C'est-à-dire que euh, le fait d'introduire de la nouveauté dans la société, c'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est une démarche, et il faut revenir au Moyen Âge, quand le duc de Venise avait fait venir tous les innovateurs d'Europe et pour reconstruire. Vous savez que cette ville est constamment mise à l'épreuve Mhm. des intempéries et des inondations, puisqu'elle est comment dire, inondée de manière récurrente. Et donc, il faut construire des ponts, il faut construire des canaux, il faut construire tout un tas d'infrastructures. Et pour faire venir effectivement construire des solutions qui puissent résister effectivement à cette intempérie, pour faire Oui, venir les meilleurs ingénieurs, eh bien, le Doc de Venise, à cette époque-là, crée en fait un monopole sur des solutions suffisamment innovantes, différentes, qui permettent d'avoir des meilleurs résultats que les solutions qui étaient connues à l'époque. S'ensuit un énorme courant d'ingénieurs qui sillonnent l'Europe pour aller à Venise. On connaît les 2 siècles de prospérité qu'a connue la ville commerciale. Et puis, cette histoire, on l'oublie, on revient à l'époque industrielle en Angleterre et on revoit réapparaître pour la deuxième fois le brevet. Alors, il y avait un autre nom. Et pareil, rebelote, on revoit affluer en Angleterre tout un tas d'innovateurs. Et on se dit à ce moment-là, effectivement, ça vaut le coup de construire un outil qui puisse garantir aux innovateurs le fait d'avoir du temps long. C'est-à-dire d'avoir la capacité de rechercher, de développer, d'inscrire une solution, d'essayer de se tromper, de tomber, de se relever. Parce qu'une fois qu'on a trouvé la bonne solution, il est très simple de la copier. Et on n'a pas fait oui, tous ces efforts-là. Donc oui, ces outils-là, ce qu'on a sous les yeux, je ne vais pas rentrer en détail dans tous les outils, parce que la plupart des gens les connaissent, mais ils ont des critères pour essayer d'évaluer cette nouveauté. C'est à quel point on est nouveau dans la société, enfin la solution est nouvelle dans la société. Et oui, on a des durées de validité, c'est-à-dire que ce sont des monopoles spatialisés dans un État et temporalisés dans le temps. Donc c'est bien, parce que ça permet de donner à contribution, parce que ces innovations-là sont généralement publiées une fois qu'on les exploite. Et puis, elles retombent dans le domaine public à la fin de la durée d'exploitation. Donc, tout le monde en profite. Et donc, aujourd'hui, les bases brevets, par exemple, c'est la première ressource et littérature technique au monde. Et loin devant Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a chaque brevet, c'est une solution technique à un problème technique. Et donc, en fait, pour trouver des solutions techniques, il suffit d'aller dans les bases brevets, regarder ce qui existe et se nourrir de ces exemples-là. Alors, un rapide mot sur, à droite, très récemment, enfin récemment dans le temps, à l'époque l'échelle de ces droits-là, hein, les brevets, c'est la fin du 19e. Les logiciels, c'est beaucoup plus récent. Et le législateur a mis de nouveaux outils pour pouvoir protéger les logiciels, pour pouvoir protéger les architectures de bases de données, pour protéger le sui generis, c'est-à-dire les données des bases de données,
tenter qu'il y ait un effort pour pouvoir les constituer. Et les interfaces graphiques, typiquement, peuvent être protégées par le droit d'auteur aussi, classiquement. Donc, en fait, on a tout un tas d'outils juridiques. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a ça sous les yeux, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Exactement, Voilà. oui. Bah, très bien. Alors si j'ai bien compris, tout d'abord, on ne peut pas tout protéger. Et je comprends aussi maintenant qu'il y a un historique, ça remonte quand même, il y a un ancêtre, on va dire, de la protection, des œuvres. Et c'est tant mieux parce que, comme vous l'avez bien, mentionné, sinon ça permettrait vraiment de réduire à néant les efforts des uns, au détriment, de ces derniers. Et donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, en tant que chef d'entreprise, en tant que créateur, et cetera, pourquoi est-ce qu'on se dit à un moment: «Tiens, est-ce que ce serait intéressant, ce serait important pour moi?» Quelles sont les différentes raisons qui devraient ou qui peuvent pousser à protéger, son patrimoine immatériel ou ses œuvres, ses créations? Bah, c'est une excellente question. C'est la question à laquelle je suis confronté, dans l'exercice de mon métier. Et donc, en fait, c'est vrai qu'un chef d'entreprise ou un entrepreneur ou un responsable de département juridique ou un responsable de département d'une business unit, d'une boîte, Mmh. il va pas se poser la question de: «Qu'est-ce que je dois protéger?» Il va pas la enfin, il va se poser cette question-là si bien sûr qu'il va se la poser, mais en premier lieu, il va plutôt chercher à atteindre un objectif. Oui. Et l'outil juridique est choisi pour atteindre cet objectif. Et alors, j'ai récapitulé là et je prends un peu de risque parce que je pense que je peux avoir des confrères qui vont dire: «Ah, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on présente les choses». Est-ce que vous voyez ma slide qui présente l'évolution des Oui, motivations? l'évolution, oui, tout à fait, on le voit. Excusez-moi pour la toux. En fait, j'ai essayé de représenter, je pense que c'est intéressant de le matérialiser comme ça, les raisons pour lesquelles, par exemple, on dépose des brevets. Donc là, je me focus un peu plus sur les brevets parce que c'est ce qui permet de se protéger les solutions techniques. Mmh. Depuis les années 80. Et nous, on a vu, témoin de ça, ces évolutions, ces motivations et ces objectifs, changer. Alors ça veut dire que les motivations dans les années 80 n'ont pas disparu, elles sont toujours là. Mais il s'est agrégé d'autres motivations. Mmh. Et il y a aussi une prise de D'accord. conscience dans les années 2000, heu, par le fait que les anglo-saxons ont une pratique du droit terriblement pragmatique. C'est-à-dire que, des contrats de licence, du transfert de technologie, c'est des choses qu'ils ont un peu dans les gènes. Et en France, là où on avait, peut-être, historiquement, un brevet, qui pouvait être, assimilé à une médaille quelque part, alors certains grands groupes avaient déjà une stratégie, très active, là-dessus, mais aujourd'hui, on voit vraiment le bien-fondé et l'amélioration qu'on a, dans, l'écosystème, économique d'avoir des droits. C'est-à-dire que ça nous permet d'avoir des avantages. Et ces avantages-là, ils se matérialisent, dans la négo, dans des appels d'offres, dans des recherches de fonds, je sais pas. Donc je vais les reprendre rapidement. C'est vrai que historiquement, on déposait des brevets pour se protéger, réserver un marché. Je pouvais déposer un brevet, typiquement, aux États-Unis, parce que justement, je n'allais pas aux États-Unis. Parce que ça me permettait de réserver un marché là-bas et de contractualiser avec quelqu'un qui allait fabriquer aux États-Unis, parce que j'en suis pas capable. Donc, D'accord. vous voyez, ça peut être une manière d'émanciper un modèle économique à l'étranger, mais Mmh. aussi d'émanciper la manière dont on souhaite exploiter ça. Est-ce que je vais exploiter directement ou non? Garder une longueur d'avance. Vous prenez, une société comme Air Liquide, qui a, breveté la liquéfaction du gaz, au début du XXe siècle. Eh bien, cette société, est encore dans le CAC 40. C'est un énorme groupe qui a trouvé des tas d'améliorations et elle n'a cessé de déposer des améliorations de ses premiers brevets, pour pouvoir atteindre la dermatologie, le spatial, des extracteurs, par exemple. Il y a des tas de choses qu'ils font. Ils sont dans tous les secteurs. Et cette avance-là, ils ont réussi à la conserver. On a vu après, effectivement, les brevets arriver, et dessiner des renforts de pouvoir de négociation. C'est-à-dire que ça permet de rééquilibrer, un rapport entre un petit et un gros. Par exemple, un petit Mmh. qui est bien protégé, eh bien, il s'est muni de leviers lui permettant de discuter d'égal à égal avec un gros. Et vous savez, en 2014, Google annonce la création d'une start-up, qui viennent de l'entreprise de Google. C'est un séisme, hein, ce moment-là. Et depuis ce moment-là, vous avez eu quasiment tous les grands groupes qui sont restructurés en disant: mais la richesse, en fait, elle est à l'intérieur de nous. On les a, les innovateurs, ils sont chez nous. Et il va Oui. falloir construire les supports et les rampes pour les faire sortir.
Et cette valeur-là, on va aussi y participer pour nourrir ces départs-là, mais on va la Mmh. conserver parce qu'on va être aussi dans ces sociétés-là. Et ben, vous voyez qu'en fait, c'est très important là de se munir de droits de propriété industrielle parce que quand vous êtes effectivement incubé au sein d'un groupe, vous avez les Oui, outils qui vont bien, mais quand vous n'y êtes pas, ben, vous avez intérêt oui, à sécuriser ça. faut protéger. Et puis bon, je vais passer rapidement, mais comme Image Média, c'est une raison, vous connaissez tous Dyson. Bon, c'est Oui, une société qui apparaît aux yeux de tout le monde comme une société extrêmement innovante. Je rappelle qu'ils font des aspirateurs. Donc, vous voyez, c'est peut-être l'équipement, je pense, qui est aux antipodes de l'image de l'innovation. Euh, c'est un aspirateur, c'est quand même le produit. Alors, bien sûr, il y a eu des brevets sur les aspirateurs, mais on est loin de la deep tech, vous voyez. Et pourtant, la société apparaît comme une des sociétés les plus innovantes du 21e siècle. Gagner un appel d'offres, bon, je vais passer rapidement, mais vous avez la première génération de Vélib, c'est un exemple que je cite, oui. qui avait gagné à Paris, avait protégé ces systèmes pour sécuriser les vélos. Eh bien, effectivement, quand il y a eu des appels d'offres après des villes avoisinantes Paris, il a fallu être compatible de ces systèmes-là. Et on voit que les brevets peuvent être rééquilibrés. Effectivement, un contrat qui a été peut-être défavorable au début, mais sur lequel on va Mmh. s'arrêter après, par exemple. Sécuriser un contrat, bon, ben aujourd'hui, depuis 2 ans, on a un régime de faveur fiscale sur les logiciels qui était déjà présent sur les brevets, mais qui est plus homogénéisé aujourd'hui. Donc, c'est une des raisons aujourd'hui. Le déposer des brevets ou constituer des droits, ça nous permet d'avoir un régime de faveur fiscale. Et puis, Favorable. ben, voilà, constituer une assurance, une garantie, valoriser le capital immatériel. On sait tous aujourd'hui qu'un fonds d'investissement, ben, typiquement, il va être attentif aux droits de l'entreprise parce que, ben, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que elle-même va participer et va injecter de l'argent. Et ben, les droits vont être à ses yeux une forme de garantie, d'assurance qu'il nous restera peut-être quelque chose si ça se passe mal, vous voyez, et qu'on pourra peut-être se récupérer. Absolument. Voilà pour les grands objectifs. Et maintenant, ben, il va falloir, en gros, quand vous posez votre question sur c'est quoi une stratégie efficace, c'est j'ai peut-être, moi, quand je vois un dirigeant, il me dit, ben, moi, je veux sécuriser. Demain, je vois Apple, par exemple, je vais signer ça, j'ai peur de dire ce que je fais. Voilà, donc en fait, il va avoir plein de craintes. Et nous, on va se dire, bon, il y a peut-être quelque chose de malin à faire. Est-ce qu'il vaut mieux pas déposer une demande de brevet avant ce call? Et on voit après, peut-être qu'il y aura des opportunités. Ou alors, on va essayer de partager de la valeur avec un sous-traitant. Ou on va essayer d'émanciper un modèle de licence qui va venir se compléter Mmh. avec, euh, avec un schéma comment dire, plus classique de vente de produits. Donc voilà, parce que ce que je peux faire, si Oui. vous voulez, c'est étayer quelques stratégies, mais Oui, oui, parce qu'on a vu on a vu ce qu'on pouvait, protéger. On vient de voir, pourquoi est-ce que c'est important de le faire. Donc, ce serait très utile, pour compléter votre propos oui. que vous nous expliquiez, comment est-ce qu'on peut protéger, sa propriété intellectuelle et industrielle, s'il vous plaît? Alors, permettez-moi une petite digression sur Mmh. l'actualité en ce moment que notre profession traverse, et je Oui, vais tout de suite rebondir sur ces exemples-là. On vit une période historique en ce moment même, ce mois-ci, les juridictions unifiées des brevets est debout, d'accord. et voilà, c'est quelque chose de très nouveau en Europe, et on a eu il y a 2 semaines passées, les nouveaux juges qui ont été nommés, donc c'est une actualité très forte. Ça va nous permettre d'attaquer des brevets en Europe d'une manière conjointe. Et puis, parallèlement à ça, on a le brevet le brevet unitaire à effet unitaire. Donc, on a un brevet en Europe qu'on va pouvoir attaquer au lieu d'aller Le attaquer plein de marché, brevets. Voilà, exactement. Donc, excellent. rapidement là-dessus, c'est juste pour vous dire que c'est un séisme dans une profession et j'aurais pas été tout à fait bien dans mes baskets si j'en avais pas dit un mot. Il y a eu une réforme aussi sur les inventions de stagiaires qui n'avait pas été clarifiée. Aujourd'hui, on ne savait pas si les stagiaires ils avaient le régime des salariés ou s'ils avaient un régime un peu spécifique, comme les mandataires sociaux, par exemple. Ça a été tranché et c'est un vieux sujet, un vieux marronnier dans la profession. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que effectivement, ce régime-là se rapproche de celui des salariés.
Et puis, ben, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Les inventions sur les simulateurs, il y a eu une jurisprudence tonitruante ben, il y a 1 an et demi de ça sur les digital twins. Et vous savez que là, il va falloir que je fasse maintenant le pont avec, avec le domaine dont on parle, qui est la réalité augmentée, réalité virtuelle, Mmh. complètement dans cette, je veux dire, concerné par cette jurisprudence, sur le fait qu'on ne peut pas protéger des simulateurs qui sont complètement décorrélés de la réalité. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, vous voyez, vous prenez un jeu par exemple, ou une méthode de simulation d'un trafic voilà, la route, eh bien, il va falloir quand même que votre simulateur il soit quand même lié à une forme de réalité. C'est-à-dire soit par des Mmh. équipements, du matériel, c'est-à-dire que vous récupériez des données, par exemple d'une base de données d'autoroute ou de trafic ou je ne sais pas quoi, Mmh. et, ou alors par les données qui matérialisent effectivement sur des données, comment dire, qui a un sens, une réalité physique. Alors, D'accord, donc il faut que le mot réalité soit vraiment au centre, que ça se qu'on se rapproche de la réalité quoi, que ce soit pas irréel, que ce soit pas de la fiction finalement. alors, en langage profane, c'est vrai, et en langage technicien, comme on est nous dans notre profession, eh bien en fait, ça va se matérialiser par des manières de rédiger des demandes de brevets qui vont être très, très particulières. D'accord. C'est-à-dire qu'on va essayer effectivement d'avoir des interfaces qui nous permettent de communiquer avec d'autres équipements. Vous voyez, vous pouvez faire un poumon virtuel, par exemple, pour simuler un poumon, un patient. Et Mmh. puis, vous allez configurer bah, plein de variables, des constantes vitales dans ce poumon virtuel, ce qui peut être très intéressant, par exemple, pour préparer un respirateur dans un hôpital. Si vous avez un patient qui vient dans 2 heures, vous gagnez un peu de temps parce que vous configurez Mmh. le respirateur, parce que vous avez des constantes de ce patient qui arrive et qui est entre la vie et la mort. Eh bien, vous voyez, ce simulateur, il peut être destiné à configurer un respirateur. Mais ce simulateur, il pourrait être aussi, comment dire, utilisé pour former un corps médical, c'est-à-dire des chirurgiens Mmh. ou des médecins qui veulent comprendre effectivement des pathologies, donc on va simuler. Mais vous voyez, dans un cas, je ne peux pas protéger, et dans un autre cas, je peux protéger. Dans le cas Oui. où je configure pour m'interfacer avec un respirateur, et que je suis conçu pour ça, eh bien, on est dans le domaine des inventions protégeables. Quand on est un simulateur ex nihilo qui n'est relié à rien et qui a juste pour vocation de former, par exemple typiquement, eh bien, on n'est pas dans la sphère des inventions protégeables. Donc nous, rédacteurs, ça nous impacte beaucoup, parce que c'est une manière de présenter les brevets. Et puis peut-être, peut-être le savez-vous, mais en fait, les jurisprudences, ici on parle d'une jurisprudence européenne, qui n'est peut-être pas tout à fait vraie au Japon, aux États-Unis, Mmh. Mmh. d'autres Bien nuances. Donc sûr. quand on rédige des brevets, eh bien on vient, comment dire, dessiner les contours du droit qui vont être, comment dire, acceptés dans chacun des offices. Donc ça a un impact en fait dans la manière dont on travaille. Euh, J'ai donc une question, Julien, si vous me permettez. Est-ce que ça arrive donc que, on soit tenté pour absolument faire rentrer une œuvre dans la catégorie des œuvres protégeables? Est-ce que, on il peut arriver que vous soyez tenté de rédiger d'une certaine manière, de manière à finalement présenter l'œuvre comme si elle oui, alors a j'ai pas entendu la fin de votre phrase, mais oui, en fait, c'est quasiment tout le temps le cas. C'est-à-dire que la manière dont on conçoit le droit, alors il faut que ça réponde aux critères de brevetabilité. Je vais m'intéresser au brevet plus particulièrement parce que c'est un outil, c'est peut-être l'outil le mmh. plus puissant qu'on ait à la disposition, notamment dans le domaine dont on parle, qui est la réalité virtuelle. C'est un outil très puissant. On va fonctionnaliser un peu l'approche de la protection. C'est-à-dire, bah voilà, si vous protégez Photoshop, bah, il va falloir, entre guillemets, je prends Photoshop, c'est un exemple, hein, excusez-moi pour les marques, mais en gros, c'est un logiciel et vous allez protéger le code source à l'état identique, donc vous protégez contre un copie servile. Par contre, une fonctionnalité dans le logiciel d'édition de photos, je prends un peu plus de précautions, qui viserait à transformer une image pour appliquer des filtres et puis pour arriver à un résultat. Mais ça, c'est protégeable par voie de brevet, indépendamment que vous l'ayez codé en D'accord. Java, en C++. Donc en fait, dans les brevets, après, on a une OK. manière de rédiger qui nous permet effectivement bah, si tant est que déjà que c'est nouveau, d'aller optimiser la manière d'adresser le marché qu'on vise, en fait. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, ça sert à rien, par exemple, d'intégrer une étape si vous ne la faites pas, par exemple, ou si elle peut D'accord. être faite d'une manière alternative. Et ça, c'est tous les jours qu'on se pose cette question-là. Oui. Vous avez parlé de Euh, Photoshop. Avez-vous d'autres exemples, comme ça à oui, nous, alors, je vais prendre quelques exemples.
Souvent dans les brevets, déjà, juste pour dire, on ne protège pas toujours du deep tech ou quelque chose qui est Oui. princesse, quelque chose qui est complètement nouveau. La plupart des brevets sont des brevets d'amélioration. Je vais vous prendre par exemple sur les écrans, la technologie plasma qui a été remplacée par le LCD, qui a été remplacée par le LED, puis demain le OLED. Eh bien, vous voyez que vous avez 3, 4 brèches technologiques qui viennent complètement rompre la technologie précédente. Et en Mhm. fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit une demande de brevet Princeps, ou plusieurs, et puis après, on voit des tas de brevets d'amélioration qui viennent protéger certaines implémentations, certains modes de réalisation, certaines configurations. Et donc, tous ces brevets dessinent un kaléidoscope. Et donc, on voit bien qu'on a ces courbes en fait, de nouveautés quand on met une nouvelle solution sur le marché qui a une obsolescence et les brevets suivent également cette courbe-là. En fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a des densités de brevets qui vont devenir de plus en plus grandes jusqu'on arrive à une obsolescence, puis boum, une nouvelle brèche, puis là, on repart sur un nouvel éventail Mhm. de brevets qui viennent protéger ça. Je voulais dire ça pour vous dire que parfois, on souhaite protéger le cœur de la techno, parfois, on souhaite protéger des à côté, et que c'est le même outil juridique. C'est le même outil juridique et c'est la manière dont on va le rédiger qui va permettre d'adresser certaines parties. Oui. Alors, je vais prendre un exemple qui est celui de GoPro. On en a parlé en préparant Mhm. la réunion. GoPro, c'est très intéressant. C'est donc 3 ingénieurs dont on raconte un peu une histoire que ça a commencé dans un garage. Toutes les histoires américaines commencent dans un garage. Il va falloir quand même faire le ménage dans les garages. Mais tout ça pour dire que c'est pas tout à fait, je trouve, l'histoire qui colle finalement à la réalité de ce que moi j'observe quand je regarde les brevets. GoPro, c'est très bien structuré. C'est une pluie de brevets la première année de leur exploitation. C'est une stratégie très claire en fait qui est opérée. Ils arrivent dans un des domaines qui est le plus saturé en droit au monde, dans les domaines, vous prenez les domaines, alors vous avez, par exemple, à l'époque, les imprimantes 3D aussi, il y avait beaucoup de brevets, il y avait des domaines, il y avait beaucoup de densité, les véhicules autonomes aussi, puis vous aviez des domaines qui étaient plus en perte de croissance, vous voyez, on peut mesurer cette densité de droit parce qu'on voit le nombre de brevets sur une techno déposée à un temps donné, et GoPro arrive dans un secteur ultra saturé, avec des acteurs, des blockbusters. Hein. Et tous ces acteurs ont regardé le train passer d'une petite boîte américaine qui a construit des caméras qu'on mettait sur des casques, qu'on mettait un petit peu n'importe où, et qui a acquis un marché mondial quasiment sans être embêté. Eh bien, s'ils ont pu faire ça, c'est parce qu'il y a quand même une stratégie de brevet qui est très bien faite. Alors, en fait, ils n'ont pas révolutionné l'optique. Quand vous regardez les premiers brevets de GoPro, c'est très intéressant. C'est des... Alors moi, je vais être un peu provoque et un peu... ce sont des petites merdouilles, quelque part. Des petits Mhm. accessoires, des petits boîtiers de stabilisateur, des petits boîtiers d'étanchéité, des petites fixations, des petits add-ons. Ce sont tout l'écosystème de la caméra. Mais quand vous protégez tout l'écosystème de la caméra dynamique, sportive, dans un usage donné, eh bien en fait, on est à l'époque, ce qu'on avait reproché à Blablacar quand ils étaient partis aux États-Unis, ils n'avaient pas de brevet d'usage. Donc, tous les conseils en brevet industriel s'étaient élevés en disant ben, c'est quoi un brevet d'usage? On a un brevet, on a un outil juridique. Il n'existe pas un brevet d'usage, un brevet deep tech. Mais vous voyez, en fait, c'est la manière dont on en parle et c'est surtout la manière dont on le rédige qui en fait un statut quelque part de brevet d'usage. Et le brevet d'usage, c'est quoi? C'est finalement se poser une bonne question. Et c'est justement dessiner une bonne stratégie d'acquisition. C'est ces 3 copains qui ont décidé de s'attaquer à la vidéo dynamique, qui se sont dit quoi? Nous, l'usage, on va protéger l'usage de la caméra. Et l'usage Mhm. de la caméra, ça va être des caméras sur des casques, ça va être des caméras sur des skis, sur une voiture. Donc ça va être effectivement tous les accessoires, tout l'écosystème de la caméra. Dans les premières années, vous avez quasiment aucun brevet sur la vidéo. Et je trouve à ce titre-là que c'est une stratégie redoutable, Oui. merveilleuse même, parce qu'elle est complètement alignée avec un objectif, elle est très maligne. Et puis vous n'avez pas de brevet deep tech, vous avez des brevets, certes des petits brevets, mais qui viennent bien protéger l'usage. Donc ça, Mhm. c'est la première stratégie que je trouve assez contre-intuitive, mais assez maligne quand on la dissèque. Absolument. Voilà, exactement. Autre exemple pour partir sur l'usage, vous avez une société comme Comfield qui fait des dermatoscopes et Mhm. qui aujourd'hui vous avez effectivement
une dizaine, une quinzaine de sociétés qui font de la robotique pour aller analyser des images de votre peau et pour pouvoir analyser si c'est des mélanomes, si les grains de beauté vont évoluer. Ces sociétés-là ont toutes protégé le cœur de leur techno. Et puis, ben, en fait, le temps passant, les technos sont challengés, tout ça, ça bouge beaucoup. Donc, il va y avoir comment dire, une stratégie de réservation de marché qui est dynamique, qui évolue, qui n'est pas simple à organiser. Et puis cette société Comfield a fait un truc que je trouve assez habile. Elle a fait un pas de côté. Elle s'est dit comment demain les dermatologues vont vouloir voir le résultat. Quand vous allez générer 200 photos de grains de beauté, comment vous voulez voir ces grains de beauté? Et donc ils ont rassemblé un parterre de dermatologues. Ils leur ont posé des questions sur comment ils avaient envie de représenter ça. Et il s'est trouvé que la manière qui était intuitive pour eux, c'était de représenter ça dans un disque, du plus petit au plus grand vers l'extérieur, et puis catégorisé sous forme radiale. Donc en fait, vous voyez un disque, vous pouvez tout de suite dire un mot sur la densité des types de grains de beauté qui sont répartis sous forme de disque, des plus petits au plus grand, et puis ben, vous avez une représentation qui est en un coup d'œil, vous voyez beaucoup de choses sur la personne. Mm. Donc il faut protéger cette partie-là, de générer cette représentation-là. Alors, je mets des D'accord. petites pincettes parce que s'il y a des conseils qui écoutaient, ils me diront, on ne peut pas présenter la représentation d'information, on ne peut pas la protéger en tant que telle. On peut la protéger dès lors elle est générée, par exemple, par des étapes techniques qui vont permettre de faire Oui, des, par exemple, oui. ou d'ailleurs des écoles. Donc, je passe cette question-là, mais je trouve ça redoutablement Efficace. intéressant et efficace. Pourquoi? Parce que toutes ces sociétés qui se mettent sur la techno et qui déposent des brevets deep tech, mais ils vont devoir aller prendre un ticket chez cette société-là. Si demain, les dermatologues disent, c'est comme ça qu'on veut voir l'information, eh bien, il n'y aura pas le choix. Donc, vous voyez qu'en fait, il y a aussi une façon de se poser les bonnes questions par l'usage. Je vais donner ces deux exemples par l'usage qui me semblent intéressants du point de vue de l'image, en fait. Autre exemple, il y a des passages entre des disciplines, typiquement entre l'aéronautique, je fais une école d'aéronautique, je connais bien le sujet, et Mhm. le médical, et aujourd'hui je fais beaucoup d'innovation dans le médical. Eh bien, il y a des passerelles qui sont très intéressantes, et notamment sur la réalité virtuelle. Aujourd'hui, un chirurgien va quasiment répéter l'intégralité pour certaines opérations de l'opération qui va conduire sur un patient réel en avance sur un environnement virtuel où il va avoir une représentation du corps du Excellent. patient et il va la répéter comme ça. Donc il va avoir des commandes haptiques avec probablement des retours d'effort qui vont lui permettre de simuler une réalité. Il va être Mhm. immergé dans un monde dans lequel en fait, on va essayer de coller au plus proche de la réalité Mhm. et on va essayer de reproduire tous les incidents, toutes les particularités qu'il pourrait rencontrer pour qu'on puisse anticiper des choses Anticiper. qui ne sont pas anticipables. Voilà. Excellent. Alors là, vous voyez, dans un casque comme Waouh. ça, il y avait énormément de questions à se poser sur qu'est-ce qu'on peut protéger. Une chose assez maligne là-dedans, c'est que ces casques-là qui ont été développés notamment parfois dans l'aéronautique, dans des cockpits pour avoir par exemple le Mhm. eye tracking des pilotes, bien là on va essayer de suivre aussi typiquement le eye tracking du chirurgien pour essayer de voir où il a son attention, pour lui apporter d'autres indicateurs de vigilance s'il y a des choses qu'il ne voit pas. Donc on va tirer effectivement le fruit qui a été d'une recherche qui a été obtenue dans un domaine aéronautique, dans le domaine médical, et on va adapter cette solution au contexte médical. Et c'est dans ces adaptations, parfois, qu'on peut trouver des choses à protéger, parce que justement, on a customisé une solution dans un autre domaine. Donc là aussi, il y a des voies qui sont intéressantes quand vous développez une solution Tout pour à un autre. fait. Il y a une société qui s'est développée comme ça, et là, je pense en fait, on peut se poser la question de quand est-ce qu'il faut faire sa stratégie. En réalité, il n'y a pas vraiment Absolument. de délai, le plus tôt, c'est le mieux. Euh, Mhm. et je vais peut-être finir par cet exemple-là. Et cette histoire, elle est intéressante. Une société qui s'appelle Light Blue Optic, d'ailleurs, qui est une société anglaise, s'est lancée il y a quelques années de ça dans la construction de petits projecteurs holographiques laser, et ils avaient résolu à l'époque en fait un problème qui était un problème très dur à résoudre, qui est en fait si vous approchez d'un faisceau lumineux qui est projeté au mur, vous allez voir que ça bouge un peu en fait. Et ce phénomène-là, alors, je crois que son nom c'est Pickle, qui se sont lancés dans l'idée de construire ce projecteur laser. Le time to market est estimé à 5 ans. C'est-à-dire que vous avez 5 ans de R&D où il faut aller chercher des fonds.
faire la tournée des popotes pour essayer de financer votre schéma industriel. Mhm. Eh bien, cette société a eu la malinerie d'aller dans les bases brevets et d'aller identifier d'autres acteurs qui peut-être avaient eu besoin et avaient fait le même parcours qu'eux sur de la projection laser dans des domaines qui ne seraient pas de la projection visible. Eux s'intéressaient à la projection visible pour pouvoir représenter une image et la voir. Et donc, ils sont tombés sur les brevets, notamment d'un constructeur, un électronicien, je ne vais pas citer, qui a effectivement, dans le cockpit, réfléchi pour justement analyser les mouvements de la tête de pilote, Mhm. développer une solution de projection d'images et puis de suivi des motifs qui étaient projetés. Et donc, ils se sont dit, mais eux, ils cherchent à projeter quelque chose dans le cockpit, donc ils cherchent à miniaturiser. On est Mhm. là, nous, on sait faire. Eux, ils sont dans l'infrarouge et pas dans le visible. Et Mhm. puis, en plus, on peut constater en lisant les brevets qu'ils rencontrent plein de problèmes. Et donc, ils sont les cognés à la porte de cet industriel et ils ont fait un partenariat pour pouvoir développer une solution en 2 ans, beaucoup plus légère, entre guillemets, puis avec un financement d'industriel, pour pouvoir trouver une D'accord. solution pour une application qui n'était pas l'application originelle. Et donc, vous voyez, quand vous prenez très tôt cette question de la stratégie et que vous posez les bonnes questions, et en fait, vous pouvez même modifier la route que vous Oui, avez oui, oui. cherché à emprunter pour essayer d'aller peut-être effectivement avoir un time to market plus court, moins de risques, Mhm. des partenaires. Et donc la question de la stratégie d'acquisition de propriété industrielle, et je vais finir là-dessus parce que c'est une belle conclusion finalement, c'est peut-être qu'il Oui. faut se ouvrir très vite et le plus tôt possible pour essayer de ne pas faire d'erreur. À ce compte-là, vous avez une très belle profession qui sont les conseils en propriété industrielle et que je représente là dans cette vidéo, mais que je ne représente pas ailleurs. Et donc, c'est vraiment un encouragement à vous rapprocher de cette profession, souvent des profils effectivement techniques, mais aussi juridiques, et puis qui ont évidemment aussi un peu une corde marché, puisqu'en fait, un brevet, c'est une réservation de marché. Et à ce compte-là, bah, si vous voulez écrire des bons brevets, il faut quand même avoir une petite connaissance du marché avec votre client. Oui. Donc, c'est des bons interlocuteurs en général. Bien entendu. Ce d'autant plus dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée qui, comme on le sait, est en perpétuelle évolution, en perpétuel changement. Donc, Exactement. en Voilà, ben, tout je ne cas, sais pas s'il y a peut-être des questions, alors, ou pas, je ne sais pas. non, je n'en ai pas vu dans le chat, mais je tenais en tout cas à vous remercier sincèrement pour cette intervention, pour cet éclairage. Et au nom de France Immersive Learning, on vous dit merci pour le temps que vous avez bien souhaité nous accorder, pour aujourd'hui les chefs d'entreprise ou les stagiaires même savent dorénavant ce qu'ils peuvent protéger, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger, comment le protéger et quelques exemples. Mais en 30 minutes, on n'a pas la prétention d'aborder l'entièreté de la thématique. Donc, vous êtes à leur disposition. Je me permets de parler pour vous, hein. Ben, Vous êtes c'est à leur bien. disposition pour toutes leurs questions éventuelles. J'espère que ça en a fait naître. Et puis, on se dit à bientôt enfin, pour de prochaines interventions d'experts de France Immersive Learning.